Bonjour, il est temps de revenir aujourd'hui à l'histoire et à la mort d'André Trouche pour lui rendre un hommage appuyé. Il est en effet mort pour la préservation et la reconnaissance du chemin des Pioches, même si sa mort n'interviendra qu'une dizaine d'années après son agression violente de 1981 ou 82. Après plus de 10 ans de souffrance physique et morale consécutives à cette agression. Le chemin des Pioches, il l'a défendu comme chemin d'exploitation, il le savait creusé depuis la nuit des temps par l'écoulement des ruissellements pluviaux venant de l'ouest, des contreforts des collines de l'amour. Et si j'en parle aujourd'hui, je le fais à titre professionnel, avec une double formation de neurologue et de psychiatre. Sur la diapositive suivante. Alors, que s'est-il passé à l'époque? Bien sûr, la Garenne connue pour les pioches, ancienne section F des Costes devenue AD, était connue depuis longtemps et c'était en quelque sorte le quartier des puissants de la cité. Importants propriétaires fonciers comme les Vallesques et les Chambert, les notaires, Jean, Pellet, Piquet et bien d'autres encore, et nombre d'entre eux seront également élus ou employés par la commune. En effet, les communes n'ont pas énormément d'habitants, mais parfois aussi une nécessité fait loi. André Trouche était propriétaire depuis 1950 de plusieurs divisions de la F205 du cadastre Napoléon, donc à l'est, et il était donc riverain sud de cette partie est du chemin des Pioches, ce chemin qui désenclavait de nombreuses parcelles agricoles encore en exploitation. Il était également secrétaire de mairie et habitait au 110 avenue de Villeveyrac. Une seule maison le séparait de Pierre Ribes au 130, ancienne maison Veuve Charles. Pierrot était l'officier de police municipale, même s'il a parfois été qualifié un peu pompeusement de commissaire. Et, venant du Camille d'Antonègre, arrivèrent Jojo, adjoint au maire, et son frère Marcel, qui achetèrent plusieurs parcelles et construisirent chacun leur maison à partir de 1966, de part et d'autre du chemin d'exploitation. Mais il en est bien d'autres qui vont habiter à proximité, notamment au niveau du Camille d'Antonègre. La diapositive suivante. Alors le professionnalisme d'André Trouche était reconnu de tous. Il était décrit comme sévère mais juste et bienveillant. On peut lire avec attention la rubrique nécrologique au moment de son décès et se retrouver sur le site de son fils Louis, y retrouver toutes les reconnaissances et médailles qui lui ont été décernées, que ce soit au moment de la guerre ou ultérieurement, pour les services rendus à la mairie. Et il était en effet reconnu pour avoir beaucoup travaillé sur les dossiers d'adduction d'eau. La diapositive suivante. Alors que s'est-il passé? Effectivement, sa fonction de secrétaire de mairie lui donnait à connaître tous les dossiers municipaux. C'était donc un homme réputé travailleur et attaché aux valeurs d'honnêteté et de droiture. En charge des dossiers d'adduction d'eau, il a vite compris que se dessinait d'année en année un projet de morceler et lotir les terres agricoles des hauteurs de la Garenne à l'ouest, donc au pied des contreforts de l'Amour. Il savait aussi que les anciens avaient bien conscience des ruissellements pluviaux descendant de l'ouest et des pentes sud du mont Valesque, qui est l'ancien nom de la Garenne. Or, la SAFER s'opposait à ce projet. Comment se fait-il que cette interdiction soit levée en 1985? Pourquoi? Comment? Par qui? Pour s'y être opposé, André Trouche avait été roué de coups en 81-82 et laissé pour mort avec une hémiplégie massive de tout le côté droit et une totale impossibilité de dire le moindre mot, ne pouvant plus désigner ses agresseurs. Il survécut en fauteuil roulant jusqu'à sa mort en 1992. La première construction se fit en 1986 au niveau du 440. La parcelle était agricole, mais désenclavée par le chemin des Pioches acheté en 1920. Un lotissement privatif, jamais déclaré, s'ensuivit. Alors, que peut-on dire aujourd'hui de la mort d'André Trouche? Bien sûr, l'affaire est ancienne, maintenant 40 ans. Le dossier est certainement détruit et il y a bien sûr prescription sur le crime. Mais, comme le dit Tocqueville, quand le passé n'éclaire plus l'avenir,
l'esprit marche dans les ténèbres. La neurologie est une spécialité souvent complexe, mais avec une bonne connaissance de l'anatomie du système nerveux et un raisonnement rigoureux, il est possible d'émettre des hypothèses assez précises, bien sûr avec l'accord de sa famille. Le tableau clinique associe une hémiplégie droite totale, c'est-à-dire qu'elle touche tout le côté droit de façon massive. André Trouche vivra en fauteuil roulant jusqu'à sa mort. Et il est également touché par une suspension du langage, il ne peut plus dire un mot. Et cette survenue brutale de l'hémiplégie et de l'aphasie évoque un accident vasculaire donc brutal et massif, correspondant probablement à une thrombose de la carotide interne. Il s'agit bien sûr de la carotide interne gauche, puisque l'hémiplégie est droite. Les fibres croisent au niveau du tronc cérébral. L'artère carotide interne est l'artère la plus importante du cerveau. Elle va se prolonger en artère sylvienne ou cérébrale moyenne, et celle-ci irrigue la plus grande partie du cerveau antérieur et, du côté gauche, les centres du langage. En réalité, ce tableau clinique de thrombose de carotide interne survient en contexte traumatique et les signes cliniques sont apparus immédiatement après l'agression. Sur la diapositive suivante, à gauche sont représentées les principales artères cérébrales et notamment la bifurcation carotidienne qui vient de la crosse aortique. Et du côté droit, l'image du cerveau montre bien les aires du langage. En avant, en couleur café, l'aire de Broca qui correspond à l'expression motrice du langage. La personne a les idées parfaitement claires, mais elle n'arrive pas à dire ce qu'elle veut. Par contre, en arrière, la zone rouge, c'est l'aire de Wernicke, qui touche davantage la compréhension du langage. La conception idéique du langage est plus difficile et il est plus difficile de communiquer avec la personne touchée par cette aphasie. Les deux peuvent bien sûr être associés quand les lésions sont hémisphériques complètes. Sur la diapositive suivante, alors finalement, le caractère traumatique de cet accident vasculaire cérébral va permettre d'évoquer une hypothèse importante, c'est que cette thrombose de la carotide interne gauche aurait pu se faire sur une dissection de la carotide. Au cours du traumatisme cervical, la paroi de la carotide peut se fissurer, le sang s'infiltre dans la fente de la paroi, s'accumule en hématome et peu à peu, la lumière de la carotide est obstruée, puis la thrombose va se compléter. En général, les dissections carotidiennes sont plus fréquentes chez les jeunes, du fait de leur survenue au cours d'accidents de la voie publique. Par contre, ici, l'existence d'un traumatisme par agression peut s'expliquer soit par élongation anormale et éventuellement torsion de l'axe de la colonne cervicale, soit peut-être aussi par une tentative de strangulation. Le désastre neurologique aurait pu tuer André Trouche, mais en réalité, ce désastre ne sera que la toute première mort pour lui et d'autres vont se succéder. Bien sûr, la perte de l'autonomie, le fauteuil roulant pendant plus de 10 ans, mais surtout la mort sociale par perte de la communication avec son environnement, du fait de la suspension du langage, et pire encore, toutes les autres morts psychiques qui vont s'en suivre. Sur la diapositive suivante, voici un schéma de la dissection carotidienne, avec à gauche la fente dans la paroi qui commence à rétrécir la lumière de la carotide interne. Et puis peu à peu, l'hématome s'étend, la thrombose se forme et le sang ne peut plus passer vers le cerveau, ce qui explique le tableau extrêmement grave des signes neurologiques qui en découlent. Alors pourquoi parler des 3 morts d'André Trouche? Eh bien, quand on vit au quotidien avec les personnes qui subissent de telles histoires, il est bien évident que la mort de tout un hémicorps, motricité et souvent sensibilité aussi, crée des handicaps massifs avec une dépendance au quotidien. Pour quelqu'un qui avait une personnalité comme celle d'André, il devait se sentir très diminué par son handicap. Il ne quittera en effet jamais son fauteuil roulant jusqu'à sa mort, et c'était sans doute pour lui une dépendance insupportable. Par contre, l'aphasie, c'est encore pire, au point que certains se suicident, n'arrivant pas à s'exprimer et à communiquer avec leur entourage.
L'aphasie, cette suspension du langage, cette impossibilité d'échanger et de dire ce que l'on pense et ce que l'on veut, c'est terrifiant. En fait, il n'avait même pas la possibilité physique de l'écrire puisqu'il était droitier. Il n'a jamais pu donner les noms de ses agresseurs et pour l'entourage, eh bien, c'est très difficile de s'adapter, de ne pas prendre la personne malade pour, un enfant et il faut bien connaître ces personnes-là pour arriver à leur proposer, des idées, formuler des phrases pour leur permettre d'acquiescer ou au contraire de refuser, pour petit à petit arriver à comprendre ce qu'ils veulent dire. Bien sûr, dépression et exaspération sont au rendez-vous, on peut aisément le comprendre. Le langage est la forme de communication la plus aboutie entre les hommes, la plus spécifique, culturelle et symbolique de notre humanité. Dépossédé de cette compétence, André ne se sentait plus qu'un objet de soin, mort social s'il en est. Après la révolte, la résignation et puis le désinvestissement relationnel. Sur la diapositive suivante, alors, corps mort déjà, déshumanisation sociale de l'aphasie sévère ensuite. Mais tout ceci est-il le pire quand rien ne vient reconnaître le crime, à défaut d'en réparer les conséquences? Cette histoire n'aura aucune conséquence judiciaire et il n'est pas difficile d'imaginer, les éventuels arrangements avec le ciel de ses agresseurs. Peut-être les premiers sur place, par dévouement et gentillesse, pour accompagner l'enquête et peut-être aussi la désorienter, trompeuse sollicitude. Mais parfois une petite voix intérieure peut se réjouir cyniquement de savoir que le champ est libre pour le lotissement. Cette jouissance cynique qui savoure aussi le mal fait à autrui par défaut d'empathie. Et puis la défausse, bien sûr, c'est un AVC, un accident vasculaire cérébral, nous n'y sommes plus rien, pour rien. Encore faut-il avoir une âme pour ressentir la moindre culpabilité. L'hypothèse de la dissection traumatique de la carotide cervicale rétablit aujourd'hui le lien de causalité et les agresseurs peuvent donc être tenus pour responsables de cette mort à petit feu d'André Trouche. Mais il aura fallu 40 ans de déni, ou plutôt de dénégation, avant de pouvoir rouvrir la plaie et d'essayer de sortir d'un deuil pathologique avec ses risques de transmission aux générations futures. La question du déni est bien sûr essentielle. Le déni est une négation de la réalité des faits. C'est chose courante, nos perceptions nous trompent. Il peut être totalement inaccessible à la conscience, ou bien simplement refoulé dans l'inconscient et masqué par ce que l'on appelle des aménagements défensifs. La banalisation en est un bon exemple. C'est un accident vasculaire cérébral, rien à voir avec les coups que nous avons donnés. Ce n'est pas de notre faute. Ou alors, ça va passer, ça va s'améliorer, il oubliera. Bien sûr aussi la défausse, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Attribution à autrui. Bien sûr intervient également la couverture charismatique. Moi qui suis si gentil, je rends service à tout le monde. Ces protestations de bonne foi et de bien-pensance morale ne servent souvent que de façade. Tartufferie. Et l'on en arrive bien sûr à la dénégation. Cette fois-ci, c'est la forme consciente et volontaire de la dénégation des faits réels. Le simulacre maintenant, c'est bien de cela qu'il s'agit. Alors, autant y ajouter une pointe de cynisme, l'ai-je bien dit, bien joué, de préférence devant le miroir. Ici, nous ne sommes plus dans le déni banal, nous sommes dans l'art dramatique, peut-être même le cours Florent. Autre situation, pour finir, bien sûr, la demande d'annulation de la faute. Et voici maintenant le sermon diabolique à l'Église. Oublions le passé, aimons-nous les uns les autres et tournons-nous vers un avenir radieux. Alors, la messe est-elle dite? Sur la diapositive suivante. Que vient faire ici la reconquête du chemin d'exploitation des pioches? Bien sûr, elle ne réparera pas le passé, mais elle va tenter d'adoucir la violence de cette histoire et rendre justice aux héritiers d'André Trouche, car la maltraitance s'est poursuivie au détriment des descendants d'André Trouche et d'autres encore. Pourtant, le chemin des pioches est attesté en totalité du 440 avenue de Villebérac jusqu'au Camille d'Antonègre et il l'est également comme chemin d'exploitation, né des ruissellements pluviaux descendant des contreforts de l'Amour à l'ouest.
Le chemin d'exploitation se prouve par le fait qu'il désenclavait de nombreuses parcelles, dont la F214 en 1920. Les preuves concordantes sont bien sûr entre les mains de la justice. Alors comment expliquer que les actes notariés du XXIe siècle l'ont fait disparaître, notamment dans la donation-partage-trouche, mais également la plupart des ventes des parcelles riveraines sud de ce chemin, AD55, AD53? Par qui et pour qui? Les agresseurs d'André Trouche seraient-ils récompensés de leur crime par la disparition définitive de ce chemin d'exploitation? Il s'agirait alors d'un meurtre transgénérationnel, un meurtre psychique, bien sûr. La justice en prendra-t-elle conscience? Y pourvoira-t-elle? Y souscrira-t-elle? Ou bien sera-t-elle également dans la contagion du déni? Merci de votre attention.